À toutes et à tous, Viviane Kerlidou, Cap Aliment. Donc, je suis très heureuse d'être en compagnie de Patricia Lebaille qui va enfin pouvoir nous proposer sa présentation. Hein. Pour mémoire, malheureusement, on n'avait pas pu pour des raisons techniques vous l'enregistrer en fait et vous la proposer le 3 septembre dernier. Donc, cette intervention s'inscrit dans le cadre de la conférence Optimiser l'impact santé de vos aliments sur le consommateur, donc qui s'organise autour de deux temps forts. Un premier temps fort le 3 septembre et un deuxième temps fort demain le 10 septembre. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Patricia qui va nous proposer donc sa présentation cake au citron à teneur réduite en sucre. Merci à tous. Bonjour, donc je vais donc effectivement vous présenter le cake au citron à teneur réduite en sucre. Euh, Suite donc aux problèmes qu'il y a eu pour le Covid, on n'a pas pu effectuer tous les résultats, avoir tous les résultats à temps. Donc, je vais essentiellement centrer cette présentation sur la suppression des poudres levantes dans ces cakes. Donc, ce projet fait partie de la thèse Cakers de Juliette Pallier, qui est donc dirigée par moi-même et co-encadrée par Catherine Loisel et Alain Lebaille d'Oniris. Donc, l'alimentation, comme on le sait tous, fait partie des plaisirs, bien sûr, du quotidien et bien manger constitue un élément de culture vivante à laquelle chacun est attaché. Mais toutefois, les modes de vie et l'offre alimentaire évoluent et les pratiques alimentaires conduisent malheureusement à l'apparition de certaines pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'obésité, le diabète, l'ostéoporose et donc énormément de maladies. De ce fait, les trois paliers de l'alimentation, qui sont le sucre, le sel et les matières grasses, sont devenus des ingrédients sous haute surveillance. Ils sont malgré tout nécessaires à l'organisme et en quantité raisonnée à une alimentation équilibrée. Leur utilisation excessive par l'industrie agroalimentaire a conduit à mettre en place un programme national de nutrition et de santé et aussi à émettre des recommandations nutritionnelles et des seuils de consommation. Un immense défi pour l'industrie alimentaire consiste donc à réduire le contenu de ces composés dans les produits sans en affecter négativement le goût ni altérer la fonctionnalité pardon, du produit. Manger sainement, bien sûr, ne veut pas dire bannir tous les aliments plaisir. Le goût au sens large reste le déterminant majeur du comportement des consommateurs, avec parfois des enjeux contradictoires entre le mieux manger nutritionnel et le plaisir de manger. Et c'est pour répondre à cette problématique que le Carnot Caliment a lancé un appel d'offres qui a fait naître le projet N3S, New Salt Sugar Substitute. Cette étude vise à développer de nouvelles stratégies dans le but de réduire le sucre et le sel dans différents types d'aliments plaisir. Et la thèse Cakers fait partie intégrante de ce projet. Elle a pour objectif de réduire le sucre dans une matrice céréalière de cuisson spécifique qui est le cake. Alors, le cake ou le 4 quarts, vous le savez, doit son nom à sa composition, c'est-à-dire ces quatre ingrédients sont à part égale dans la recette, avec un quart de farine, un quart de beurre, un quart de sucre et un quart d'œuf. Et depuis son invention, le cake a joué deux rôles. L'un de plaisir, quand il était dégusté comme une friandise, et l'autre, eh bien, d'un aliment pratique, parce qu'il est concentré en énergie et qui se conserve bien. Tous les cakes, bien sûr, sont gras et sucrés, sinon, on le sait, ils ne sont pas bons. C'est bien là que réside leur piège nutritionnel. Les lipides sont rarement de bons lipides, c'est-à-dire qu'ils sont riches en acides gras insaturés. Et quant aux glucides, une partie vient de la farine, mais la plus grande partie provient du sucre ajouté. Et si un seul cake est sans conséquence sur l'équilibre alimentaire, il n'en est pas de même lorsque l'on en mange plusieurs fois par jour et tous les jours.
Il convient donc d'informer et d'éduquer le consommateur en priorité, mais également de reformuler les produits afin de réduire la teneur en sucre, mais tout en permettant une valeur calorique équivalente ou inférieure et une bonne acceptabilité pour le consommateur. Depuis plus d'un siècle, les chimistes ont développé des édulcorants. Cependant, ils sont souvent mal acceptés par certains consommateurs qui s'en détournent pour des raisons sensorielles, mais aussi pour des risques éventuels contre la santé. Il est donc fondamental de développer de nouvelles stratégies en vue de la réduction de sucre dans les aliments et qui préservent bien sûr toujours les caractéristiques sensorielles de l'aliment. L'un des objectifs de ce projet N3S a été d'investiguer une stratégie pour réduire la concentration de sucre dans les aliments en développant une protéine sucrée naturelle appelée la miraculine qui permet de réduire la quantité de sucre. Cette protéine se trouve dans le fruit miracle qui est issu d'un arbuste tropical. Par contre, la miraculine, elle n'a pas de goût à pH neutre, mais elle est capable de générer un goût sucré intense qui est vraiment proche du saccharose à chaque fois qu'elle va être en présence d'une solution acide, comme du jus de citron par exemple. Le projet de thèse Cakers doit donc répondre à plusieurs contraintes, les contraintes réglementaires sur la réduction du sucre, les contraintes technologiques qui vont être engendrées par la réduction du saccharose, mais aussi les contraintes d'études comme l'utilisation de la miraculine et de ce fait un bon réglage du pH. Deux verrous ont rapidement été identifiés. On a la réduction du sucre dans la matrice, puisque le sucrose tient un rôle fonctionnel très important et sa réduction dans le cake conduit à une baisse de la température de gélatinisation de l'amidon et à la modification également de la rhéologie. Elle va aussi augmenter son AW avec un risque accru de non-stabilité microbiologique. D'autres enjeux sur la texture, la couleur sont également bien connus dans la littérature. L'acidification de la matrice, elle, par contre, c'est-à-dire l'ajout de citron, par exemple, pour le réglage du pH acide de notre matrice, devrait contribuer à diminuer la température de gélatinisation et à augmenter le degré de gélatinisation de l'amidon, puis également à réduire l'activité de l'eau et donc atténuer ce risque d'apparition des moisissures. Donc ça, c'est plutôt bien. Toutefois, l'acidification va induire une réaction prématurée du bicarbonate de sodium, qui est l'agent d'expansion, et qui va donc conduire à des produits beaucoup plus denses. Donc, le déroulement de la thèse va se faire en 3 étapes, le développement et l'étude d'un cake acidifié par la présence de citron naturel acceptable par le consommateur. Donc, c'est cette partie-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Le développement et l'étude d'un cake réduit en sucre et acidifié par la présence de citron naturel est toujours bien sûr acceptable par le consommateur. Donc là, on a une grande partie des travaux qui sont effectués, mais je ne vous les présenterai pas aujourd'hui. Et également, toute une partie sur l'action de la miraculine sur ce cake acidifié. Alors, en raison de la neutralisation prématurée des poudres levantes par l'acidité du jus de citron qui va être ajouté, on va observer un cake qui va être moins volumineux et beaucoup plus dense. En fait, les poudres levantes libèrent la quasi-totalité du CO2 pendant le battage et du coup, il va y avoir une faible quantité de CO2 qui va être disponible pour la levée lors de la cuisson. Or, il a été montré dans la littérature que pour éviter l'effondrement de la structure, il était nécessaire d'avoir un maximum de dégagement de CO2 dans l'intervalle de temps où se produit la gélatinisation de l'amidon et la dénaturation des protéines afin d'obtenir un volume optimal et une texture fine, uniforme et poreuse. Alors, si on regarde un petit peu comment se fait l'alvéolation d'un produit, comme le cake, eh bien, il y a 2 étapes. La première étape, c'est le pétrissage, c'est-à-dire là où on a la formulation, le mélange et la préaération du mélange. Pendant le pétrissage, les ingrédients vont être hydratés et on va avoir les phases liquides et solides qui vont être homogénéisées. Dans un second temps, la pâte, elle, va gagner en force et en cohésion. Les mouvements des palmes, euh, pardon, le mouvement des pales entraîne simultanément une homogénéisation et une incorporation d'air dans la pâte.
sous forme de petites cellules sphériques de 10 à 100 micromètres. Donc aussi pendant le pétrissage, cette incorporation d'air va permettre l'oxygénation de la pâte et donc le renforcement du réseau de gluten. Et ce sont les cellules sur les nucléi qui sont formées à cette étape qui sont essentielles et qui vont permettre d'accueillir le CO2 qui va être généré par les levures lors de la fermentation. La deuxième étape est la construction d'une matrice alvéolaire solide. Donc, ceci se fait pendant la cuisson de la pâte. Et la cuisson, elle va agir simultanément sur la phase gazeuse. Elle va augmenter la taille et la forme des cellules gazeuses. Et sur la phase continue, en transformant la pâte viscoélastique en un produit à prédominance élastique solide. Donc, ce qu'il y a également, c'est entre l'étape 1 et l'étape 2, il y a une transition qui est la transition pâte-mie pour passer d'une pâte aérée à un produit solide alvéolé. Et c'est durant cette transition de la pâte vers la mie qu'on a la possibilité de 3 processus d'aération qui sont le phénomène biologique avec la production de CO2 par les micro-organismes, le phénomène ou le processus chimique qui est la production de CO2 par réaction chimique, puis le troisième que l'on va utiliser ou que l'on a utilisé durant cette thèse Kekers, c'est le processus physique qui est un mélange à haute vitesse avec application de pression et ou de vide. Alors, ce procédé a déjà été utilisé, et on on le trouve dans la littérature, mais il a pris naissance lors du projet européen Pleasure à Oniris et il a permis la diminution du sel, du sucre et de la matière grasse grâce à ce procédé dans du pain. Un deuxième projet également a vu le jour qui était sur la pâte à pizza sans sel, mais avec un pétrissage cette fois-ci sous vide qui a permis la baisse du collant et l'augmentation de la plasticité de la pâte. Et puis sur du pain de mie où on avait un pétrissage sous pression d'air qui a permis la maîtrise de l'aération de notre pain et surtout le pilotage de la texture. Un autre projet qui a été fait en collaboration entre l'INRAE et Oniris, c'est le pain sans gluten qui a mené à un brevet. On a fait un pétrissage sous pression qui a permis la suppression de la fermentation et surtout qui a diminué de manière très importante le racisement de ces pains sans gluten qui sont passés d'un vieillissement de 1 jour à 7 jours. On est actuellement donc sur le projet N3S qui doit, par le pétrissage sous pression, nous permettre la suppression des poudres levantes. Alors, comment fait-on ce pétrissage sous pression vide? Alors, lors du mélange, on le sait, lors du pétrissage, on a une quantité d'air qui est incorporée dans la pâte. La surpression dans la tête du mélangeur va augmenter cette quantité de gaz qui va être enfermée dans la pâte. Puis, l'application d'un vide en fin de mélange va avoir 2 effets. Le premier, c'est que les bulles de gaz qui sont enfermées vont grossir, mais elles vont être divisées par l'agitateur en spirale. Et en deuxième, on a malgré tout la différence de pression entre les bulles et la tête du mélangeur, plus cette microporosité de la pâte qui va entraîner une très légère perte de gaz. Lorsqu'on a un retour à la pression atmosphérique, on a pour le coup une diminution de la taille de ces bulles dans la pâte. Alors, on a plusieurs avantages et qui ne sont pas des moindres quand on a un pétrissage sous pression vide. Donc, le pétrissage va permettre d'introduire des bulles qui sont pressurisées et donc qui vont être plus stables pour la suite du procédé. En effet, cette stabilisation est expliquée par l'équation de Young-Laplace avec l'explication entre la différence des 2 pressions, celle qui est dans la bulle et celle qui est dans la phase continue, qui doit être équilibrée. On a un autre avantage qui est très important également, c'est qu'au moment de ce pétrissage sous pression, on permet de forcer la solubilisation des gaz que l'on injecte dans cette pâte, à condition bien sûr qu'ils soient solubles. Et ça permet donc une libération au bon moment de notre gaz au cours de la cuisson. Donc, dans notre travail sur le cake, nous avons fait des essais sur 3 gaz. Le CO2, puisque c'est un gaz qui est relativement bien soluble, et puis en plus, c'est quand même le gaz qui est libéré par les poudres levantes. Le deuxième, c'est N2, donc
l'azote est un gaz inerte et puis c'est le principal composant de l'air. Et puis bien sûr, celui qui est le plus facile à utiliser dans les laboratoires, qui est l'air comprimé. Nous avons travaillé également sur 2 pressions de mélange pour voir si la pression était un paramètre qui intervenait dans la pressurisation de notre cake. Donc, on a pris 300 et 500 millibars. Alors, les résultats que nous trouvons, le premier, c'est sur le pH de la pâte. Donc, on a pour le cake, pour la pâte contrôle, pardon, un pH qui est relativement élevé, qui est de 7,7, qui est dû à l'alcalinisation par les poudres levantes de notre pâte. Donc, on voit très bien que dès qu'on n'utilise plus les poudres levantes, notre pH diminue. Il est par contre identique, quel que soit sans les poudres levantes ou quel que soit le gaz utilisé comme l'air ou l'azote et surtout quelle que soit la pression utilisée. Et par contre, il diminue de manière très importante lorsqu'on a une injection de CO2 et que ce soit à 300 ou à 500. Alors, ceci est dû à l'acidification par dissolution du CO2 dans la pâte. Et on observe par contre qu'on a une stabilité à 6,3, quelle que soit la pression injectée, qui est due à la saturation de notre gaz dans la pâte, ce qui avait déjà été observé et démontré dans le projet précédent qui a été breveté pour le pain sans gluten. Pardon. Alors, les mesures ensuite que nous avons réalisées sur le cake cette fois-ci. Alors, nous avons voulu faire toutes ces mesures sur le même cake afin de pouvoir faire des comparaisons entre ces mesures. Donc, on a fait le volume, la porosité, la couleur, la texture, la teneur en eau. Malheureusement, le sensoriel et le vieillissement ont été interrompus par la crise sanitaire. Donc, pour cela, nous avons travaillé sur la partie centrale de notre cake qui a été divisée en 3 parties. Ensuite, nous avons pris 3 cakes différents pour chaque production et nous avons travaillé sur 3 productions différentes. Alors, au niveau de la porosité de la pâte, on se rend compte en fait que cette porosité de la pâte augmente dès que l'on injecte un gaz. Par contre, elle est statistiquement identique quel que soit le gaz injecté et quelle que soit la pression utilisée. En ce qui concerne en dessous la porosité du cake lui-même, le contrôle reste avec une porosité relativement importante. On a une diminution de cette porosité lorsque l'on retire les poudres levantes, mais on a statistiquement une augmentation de notre porosité lorsque l'on injecte de l'air, et ce, quelle que soit la pression. Et cette augmentation de la porosité est nettement plus marquée lorsqu'on utilise du CO2, et quelle que soit la pression également. Au niveau du volume spécifique, on se rend compte en fait que le volume spécifique diminue par rapport au contrôle lorsque l'on a une injection de gaz ou lorsqu'on est sans poudre levante. Par contre, le volume spécifique est identique pour les cakes sans poudre levante et pour les cakes avec injection d'air ou d'azote. On peut imaginer à ce moment-là que notre gaz est éjecté ou sort de notre pâte avant même la gélatinisation et la dénaturation des protéines, ce qui entraîne pour le coup une non-prise du volume spécifique, ce qui n'est pas le cas pour notre CO2 qui, lui, a l'air de s'évacuer au moment de la gélatinisation et de la dénaturation des protéines, permettant une augmentation de notre volume spécifique. La dureté, elle, reste intéressante lorsqu'on est en injection de CO2. Elle est par contre fortement modifiée et avec une forte augmentation pour les autres gaz injectés. Pour l'alvéolation de l'ami, alors on sait dans la littérature qu'un bon cake a une structure composée d'une multitude de petites alvéoles uniformément réparties et bien sûr sans grande cavité ou ce qu'on appelle nous des cheminées. De plus, il doit avoir une belle couleur, il doit avoir de la brillance, être humide, avoir un bon goût, mais il doit avoir une apparence générale visuellement attrayante. Si on regarde tous les cakes que nous avons étudiés, nous observons que pour la même température et le même temps de cuisson, nous avons un problème
de cuisson de notre cake pour les cakes sans poudre levante, mais également pour les cakes avec une injection d'air ou pour les cakes avec une injection d'azote. Cependant, c'est quelque chose que nous ne retrouvons pas sur les cakes avec injection de CO2. Autre chose que nous remarquons, ce sont ces grandes cheminées que nous observons pour tous les cakes, et ce de manière récurrente, c'est-à-dire quelle que soit la production que nous faisons, pour l'air et pour le N2, qui s'explique par la coalescence de notre petit bulle de gaz qui s'échappe avant la gélatinisation et la dénaturation de nos protéines. Et ça, c'est quelque chose également que nous ne voyons pas sur nos cakes qui sont fabriqués par injection de CO2, et ce, quelle que soit la pression utilisée. Donc, nous avons regardé pour le coup la libération de notre CO2 dans le four au cours de la cuisson de nos cakes. Pour ça, nous avons utilisé un four instrumenté équipé d'un analyseur de gaz infrarouge, et nous observons pour nos cakes avec injection de CO2 qu'on a une évacuation de notre gaz. Le gaz s'échappe un petit peu plus prématurément que pour notre cake contrôle. Par contre, il est vraiment à son maximum au moment où on a atteint la température de gélatinisation et de dénaturation des protéines. Donc, d'après nos résultats, parmi les cakes sans poudre levante et avec injection de gaz, ce sont les cakes avec injection de CO2 qui sont les plus intéressants en termes d'apparence, puisqu'ils sont bien bombés. Il y a une déchirure sur le dessus qui est caractéristique des 4 quarts. Ils ont une porosité qui est homogène et qui est fine, et ils ont un volume qui est quasi équivalent aux cakes de référence. Les cakes, pour le coup, avec injection d'azote, sont beaucoup plus denses et la croûte est tachetée de blanc, certainement dû à un problème de solubilisation du sucre. C'est en cours d'étude, mais en tous les cas, pour ces cakes avec injection d'azote, c'est récurrent. On a donc ces fameuses taches blanches sur toute notre croûte. Et pour les cakes avec injection d'air, ils ont une croûte qui est beaucoup plus sèche, qui se décolle de la mie, et surtout, ils sont beaucoup plus corsetés que tous les autres cakes. Donc, pour nos cakes au citron, nous avons donc une grande partie des résultats. Nous savons que ça fonctionne. Je ne vous les ai pas présentés parce qu'on n'a pas fait suffisamment de répétitions pour que ce soit présentable, mais on sait que ça fonctionne. Nous n'avons pas utilisé de jus de citron parce que c'était un apport supplémentaire d'hydratation. On augmentait l'hydratation de notre cake, et l'hydratation, elle est contrôlée uniquement par les ingrédients que nous avons ajoutés au moment de la fabrication de la pâte, donc elle n'était pas réglable facilement, donc nous avons opté pour utiliser de la poudre de citron. Donc je vous remercie pour votre attention, et je remercie tout particulièrement bien sûr Juliette Pallier, puis Catherine Loisel et Alain Lebaille d'Oniris. Merci beaucoup, Patricia, pour la clarté et la qualité de ton intervention. Donc, ça permet de clore notre premier webinaire, et je donne rendez-vous donc à tous les participants demain à 10 h pour la suite du deuxième webinaire. Un grand merci encore une fois.